page correspond à un style. Je pense que c'est un livre prophétique. Stop, ce que je te pousse mon poing dans la gueule. Madame, monsieur, bonjour. Il ne peut y avoir d'escapade à Bordeaux, à pied ou dans le tram, comme ici, sans admirer les quais, le Grand Théâtre ou encore la cathédrale. Il ne peut y avoir d'escapade à Bordeaux sans pousser les portes d'une institution culturelle, la librairie Mola, Nicolas, qui fête cette année ses 120 ans. Effectivement, Franck voyage au cœur de la première librairie indépendante de France grâce à des reportages, notamment sur l'histoire de cette grande saga familiale qui dure depuis plus d'un siècle et incarnée aujourd'hui par Denis Mola. Nous nous intéresserons aussi aux libraires. Qui sont-ils? Comment travaillent-ils? Vous le verrez, leur rôle dépasse largement leur fonction. Enfin, que se passe-t-il tôt le matin, avant l'installation des livres, en rayon des reportages donc, mais aussi des invités, et notamment Michel Onfray, philosophe, essayiste et ami personnel de Denis Mola. Merci, bonjour Michel Onfray d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui pour fêter cet anniversaire. En quelques mots, Denis Mola ou la librairie Mola, qu'est-ce que c'est pour vous, un coup de cœur? Oui, c'est un coup de cœur, mais c'est aussi la librairie de mon ami. Denis est un ami depuis une vingtaine d'années et il a l'intelligence de la librairie dans une époque où la librairie s'effondre. Les petites librairies s'effondrent aujourd'hui avec Internet, la vente sur Internet. Et lui, Denis, a été capable de penser à nouveau frais la librairie en disant si on fait ceci, cela, etc. On aura l'occasion d'en parler, mais on peut sauver aujourd'hui la librairie. Et elle est assez emblématique de ce qu'il faut faire pour qu'on puisse continuer à parler des grandes librairies françaises. Denis Mola, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici, rue Vital-Cal à Bordeaux. Votre ami, Bonjour, Michel Onfray, Bonjour. a fait le déplacement à Bordeaux pour fêter avec vous les 120 ans de la librairie. Quelle forme prend votre amitié dans la vie? Une amitié depuis 1994, la sculpture de soie. Après, il y a eu la raison gourmande qui illustrait un petit peu la rencontre. Et c'est une amitié toute naturelle comme doit être l'amitié. Je ne voudrais pas citer Montaigne encore, mais c'est amical. Le partage du goût de la lecture, des idées, des initiatives, entreprendre autour de la culture. Voilà ce lien qui dure depuis 1994. Michel Onfray, qu'est-ce qui vous a plu chez Denis Mola lorsque vous l'avez rencontré il y a déjà longtemps? Je pense que l'amitié, c'est l'amour moins le corps. Donc il y a eu un coup de foudre avec Denis. On m'avait dit il faut dîner avec Monsieur Mola. Mon éditeur m'avait dit ça. Je dis j'ai pas envie, je sais pas qui est ce Monsieur Mola. Et on s'est retrouvés, Denis et moi, chez Jean Ramet, c'est un restaurant qui n'existe plus. Et puis ça a été un coup de foudre de la conversation de Denis, sa présence, sa culture, son savoir. Il sait tout, il connaît tout sur les vins, sur la musique en général, mais baroque en particulier. Il est pilote d'hélicoptère, il est libraire, il est à la pointe de tout ce qui est technique et technologie, il connaît tous les vins du monde, il est généreux. Et puis c'est mon ami, quoi. Donc on a besoin de se parler. On se téléphone régulièrement, on se voit régulièrement, on passe Noël ensemble, enfin voilà. Alors on va faire un plongeon dans le passé, si vous le voulez bien maintenant. L'histoire de la librairie Mola, c'est une histoire qui a quelques décennies, 120 ans, on l'a dit, ça débute en 1896. C'est une histoire familiale qui a vécu différentes révolutions. La saga Mola nous est racontée par Nathalie Pinard de Puy-Joulon. C'est à la lettre A, comme Albert, que commence l'histoire de la librairie. Nous sommes en 1896, sous les galeries bordelaises. Après son bac obtenu à Aurillac, Albert succède à son cousin. La librairie Bourlange devient la librairie Mola. C'était des Auvergnats. Mon père est venu comme commis chez M. Bourlange en 96. Et en 97, mon père s'est marié et a pris la suite de M. Bourlange. Et moi-même, je suis né en 98. Albert Junior a succédé à son père Albert en 1949, aux côtés de son frère Jean. Entre-temps, l'entreprise florissante a déménagé au 85 rue Porte-Dijon, une adresse prédestinée dans l'ancienne maison de Montesquieu, où se dessine l'esprit du lieu, la librairie de tous les livres, comme l'explique William Mola, qui prend la suite de son père, tout comme sa cousine Francine. C'est la 3e génération des Mola. Nous sommes en 1970. La librairie, c'est avant tout un commerce. Je n'ai jamais voulu faire de la librairie Mola une librairie spécialisée. J'ai voulu faire de la librairie Mola une librairie diversifiée. Beaucoup de libraires sont des gens qui se spécialisent dans un certain domaine, au détriment, disons, de d'autres branches. Pour moi, c'est une erreur. Le livre, c'est un tout.
Une stratégie gagnante, le Petit Empire ne cesse de gagner du terrain, comptant 6 magasins, dont un de disques en 1990, sur une surface totale de 1200 mètres carrés. La librairie compte alors 70 personnes. Comme un grand auteur, Mola a trouvé son public. Bordeaux a toujours été, je crois, un vivier d'auteurs pour l'édition parisienne finalement. Mais la bourgeoisie bordelaise, qui était la clientèle principale de la librairie Mola, est une bourgeoisie qui lit beaucoup, contrairement à d'autres villes, enfin Marseille, Grenoble, Lille, c'est tout à fait différent. C'est en 1989 que Denis, représentant la 4e génération, reprend le flambeau, marchant sur les traces de son père William, qui a notamment initié les conférences. C'est un tournant dans la vie de la librairie. L'avenir de ces locaux, ça va être une grande salle d'exposition et grande salle de conférence. Pourquoi une salle de conférence? Parce qu'il manquait certains maillons entre un auteur et son lecteur. Donc pour nous, c'était un moyen de permettre un petit peu ce rapprochement. La librairie devient un espace de rencontre autour d'auteurs comme Alain Finkielkraut, Michel Houellebecq, Mary Higgins Clark, la reine du suspense, ou de personnalités politiques qui y déplacent les foules. J'ai connu 3 générations de libraires Mola, avec des constantes de grande disponibilité, de compétences et d'accueil. Et en parallèle, ma famille également est passée de génération en génération. Des générations de libraires et de lecteurs qui ont écrit ensemble les 120 ans de l'histoire de la librairie Mola, comme un roman au long cours, dans une belle relure de cuir, forcément rouge bordeaux. Denis Mola, on vient de feuilleter l'histoire de la librairie, l'histoire de votre famille. On a vu votre grand-père, votre père. Quel est votre sentiment quand vous voyez ces images? À quoi pensez-vous? C'est des images que je vois avec plaisir, pas de nostalgie au sens propre, au contraire, ça veut dire que la librairie est toujours dans cette dynamique. Il y en a certains qui parlent souvent d'une institution, mais non, parce que l'institution, il faut se méfier, parce qu'on risque quelquefois la sclérose et l'endormissement. Finalement, ce qui a marché dans la famille, c'est qu'à chaque génération, on a fait une révolution. Alors, on vous voit là très jeune dans le reportage. Vous êtes un peu un héritier involontaire. Qu'est-ce que vous voulez dire lorsque vous exprimez cette image, cette information? Le libraire malgré moi. Bon, oui. Il y avait le côté familial, mais ce qui s'est passé, c'est que j'étais parti vers d'autres voies, la médecine. Alors, vous êtes médecin? Oui, oui. Officiellement médecin? Officiellement, je suis toujours resté au tableau de l'ordre. Vous n'avez jamais exercé? J'ai jamais ouvert de cabinet, mais l'histoire est la suivante, c'est que généralement, au bout de 4 générations, il y a une centaine de descendants. Chez nous, ça a été l'inverse, on n'a pas été très prolifique, et donc j'ai été le seul de ma génération. Ni frère, ni soeur, ni cousin. Donc il y a eu sans que je sache trop comment, une espèce de fatalité de venir à la librairie. Ça s'est fait dans mes dernières années d'études. Alors, quel regard portez-vous sur vos ancêtres, que l'on vient de voir, sur le travail accompli? Parce que c'est une sacrée histoire. D'abord, la chose qui est importante, ils ont toujours eu la conception du métier de libraire comme quelqu'un qui doit s'investir et défendre toutes les formes de livres. Donc le libraire n'est surtout pas un censeur, et surtout le point important, c'était le côté affectif apporté au contenu des livres. 120 ans, c'est un chiffre important, mais pourquoi est-ce que vous avez décidé de marquer le coup cette fois-ci? Il y a 20 ans, un petit peu le centenaire, mais on s'est dit... pourquoi pas? Pour 120 ans aussi, c'est marquant. Et puis c'est une grande époque de Bordeaux aussi. La ville est en train de bouger. On était dans une configuration très différente en 1996. Bordeaux est un peu une ville nouvelle où finalement le livre et cet engouement pour la ville, eh bien, il fallait le conjuguer aussi avec l'histoire du livre. Alors, surtout une librairie qui appartient aux Bordelais. Ça, Mola, c'est un nom, mais les Bordelais se sont bien appropriés la librairie. Je vais rejoindre Michel Onfray. Michel Onfray, cette librairie, quand vous venez ici, qu'est-ce que vous ressentez? Quelle est sa philosophie? D'abord, Denis est un résistant. C'est un libraire qui montre que la librairie peut continuer à exister, alors qu'on peut aujourd'hui acheter plein de livres sur des sites internet. Et Denis a l'intelligence de dire on ne va pas disparaître, on va se réorganiser. Il y a une réorganisation qui fait que cette librairie, elle est emblématique. Denis n'a pas écrit par hasard un manifeste pour la librairie. Ça a été l'occasion pour lui de dire effectivement qu'il fallait repenser la librairie à nouveau frais, pas baisser les bras en disant c'est terminé, maintenant tout le monde achète ses livres sur internet, donc on plie bagage, mais de dire il faut qu'on soit autre chose et autre
autrement. Et Mola, c'est Denis, il faut dire. Hein. C'est-à-dire que la librairie Mola est devenue un acteur culturel. Et considérer que la librairie n'est pas qu'un lieu où on vend des livres, mais que c'est aussi un lieu où des gens se rencontrent. Denis dit que c'est aussi un lieu de drague, que les gens vont, viennent, circulent. C'est un lieu de vie où les gens viennent aussi écouter des auteurs, des romanciers, des essayistes, des philosophes, des sociologues, des gens qui croient en Dieu, des gens qui n'y croient pas, etc. Donc c'est une façon de dire aussi c'est un lieu culturel organisé autour du livre. Et ça, c'est une manière magnifique de faire de la résistance dans un temps où effectivement le livre est maltraité. Alors la librairie, en effet, c'est un lieu de vie. Il y a des livres, des libraires et surtout des lecteurs, Nicolas. Effectivement, Franck n'est pas avec n'importe quel lecteur. Il s'agit de Monsieur Valençon, 73 ans, je vais vous faire rougir un petit peu. Mais je dis votre âge, pourquoi? Parce que ça fait une bonne 60aine d'années que vous êtes ici, chez Mola. C'est quasiment votre deuxième maison? Pas ma deuxième maison quand même, parce que là j'aurai des ennuis avec ma famille, mais disons que je viens très souvent, je viens quasiment tous les jours. Soit parce que je cherche quelque chose de particulier, soit parce que c'est l'occasion au cours d'une promenade de s'arrêter pour voir les nouveautés, voir s'il y a quelque chose qui m'intéresse, feuilleter quelques livres, choisir aussi ceux que je ne lirai pas parce que ils ne m'ont pas intéressé et lorsque je les ai feuilletés. J'aime bien venir renifler les livres. Qu'est-ce que vous lisez là? Un petit peu tout. Là, on est au rayon des livres de poche, mais vous baladez un petit peu partout dans la librairie en général. Vous avez des références plutôt? Je fais le tour. Je vais voir la littérature française, la littérature étrangère, surtout la littérature anglo-saxonne. Je vais voir le rayon d'art. Je vais aussi voir les disques. Je vais voir les DVD maintenant. Donc c'est la caverne d'Ali Baba. Qu'est-ce que ça vous apporte là, de lire comme ça? Depuis toujours en fait. Hein. Je lis depuis toujours, donc c'est même pas très raisonnable de lire autant. Mais pour moi c'est un espace à la fois de liberté et en même temps une façon de découvrir le monde aussi, hein, et puis de réfléchir. Et puis d'avoir des ouvertures sur des questions qui peuvent me préoccuper. Il y a aussi un aspect un peu professionnel hein, dans mon goût pour la lecture. C'est un plaisir personnel, vous le faites partager à vos proches, à votre famille aussi? Le faire partager, ils m'ont vu lire, disons que le partage passe par l'exemple. Je n'ai jamais obligé mes enfants à lire. Bon, ils lisent aussi, un peu moins que moi, mais moi j'étais un lecteur pathologique alors. Bon. Alors vous connaissez forcément, vous, ce qui se passe ici dans les rayons tous les jours, mais connaissez-vous un peu l'envers du décor, notamment en coulisses? Chaque matin, avant l'installation en rayon, les livres sont triés, rangés, classés derrière cette porte. C'est un reportage réalisé grâce à Pascal Lécuyer et Éric Delward. Un petit matin, presque comme un autre, dans le centre-ville. Le jour va bientôt se lever, Bordeaux se réveille en douceur, mais pas partout. Rue Porte-Dijon, on s'active, à l'intérieur et à l'extérieur, le balai des camions commence. Tous les cartons vont être acheminés dans nos espaces logistiques situés à l'étage pour être déballés dans la journée. Donc on a nos logisticiens qui commencent à 7h le matin pour la réception des colis et qui vont travailler jusqu'à ce soir 19h pour mettre les livres à disposition des rayons. Alain est l'un des 15 employés du service logistique. Il est le premier maillon de la chaîne d'acheminement des livres. Du camion au rayon, cela représente 4 tonnes d'ouvrages par jour, et même 10 en fin d'année, lors des fêtes de Noël. Ici, on va faire la réception physique des livres, donc on va rentrer en stock les ouvrages envoyés par nos fournisseurs. Nous allons contrôler différents éléments, les prix évidemment, puisque les prix sont fixés par les éditeurs, la qualité des livres, s'ils sont en bon état, avant de les mettre en rayon ou servir les commandes de nos clients, internet ou clients collectivité. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. La prochaine étape, après la réception, ça sera la récupération de ces livres par les libraires. Julia s'occupe des livres de poche. De la logistique au premier étage à la librairie du rez-de-chaussée. Pour elle aussi, chaque matin, c'est le même rituel avant l'ouverture des portes, afin que tout soit prêt dans le rayon. Tous les matins, on fait le rasseoir, donc on recommande les livres qui ont été vendus la veille, en quantité, en fonction vraiment de nos ventes. Ensuite, c'est la mise en rayon, le conseil forcément avec la clientèle. Place maintenant aux clients. 9h30 et votre librairie ouvre ses portes. Excellente journée à tous.
Denis Mola, la logistique que l'on vient de voir dans le reportage, c'est vraiment, qu'est-ce qu'on peut dire, le cœur du réacteur? Oui, c'est essentiel. La rapidité pour recevoir les colis, la rapidité pour les ouvrir, c'est toute une organisation. Nous recevons 300 tonnes de livres par an. Nous les recevons tôt le matin, entre 7h30 et 8h. C'est sur des palettes, c'est traité à peu près dans une demi-heure et ouvert et mis en place dans la journée. Alors on parle beaucoup de librairie, hein, Mola, mais peut-être qu'on parle moins du côté éditeur. Parce que vous êtes éditeur également. Oui, mon grand-père l'avait été au début, au début de la librairie. Et moi, depuis 1991, j'ai repris un petit peu le flambeau d'édition avec 2 ou 3 livres par an, mais surtout distribués par un grand distributeur national. Et puis le dernier a eu un prix de traduction donné par l'Académie française, une traduction de Lucrèce qui a été faite par Bernard Combeau. Et puis il faut parler aussi de Cannelly et Macaron, un livre pour les enfants. Ça vous tient à cœur quand même, ce rôle d'éditeur. Oui, tout à fait, tout à fait. Merci Denis Mola. Tout à l'heure, justement, ce métier d'éditeur, on va en parler maintenant avec notre invité suivant. Il s'agit de Jean-Marie Laclavetine, qui est donc éditeur chez Gallimard, qui dirige la collection Blanche. Vous êtes également écrivain, bordelais. Ma première question porte sur la librairie Mola. D'abord, qu'est-ce qu'elle est pour vous, cette librairie? Qu'est-ce qu'elle évoque? Elle évoque d'abord un lieu central dans la vie bordelaise. Je suis originaire de Bordeaux, évidemment. Ce nom est devenu presque mythologique. Mais... Et puis, par ailleurs, j'ai noué des relations d'amitié avec Denis Mola, qui est un personnage vraiment très important à Bordeaux, qui fourmille d'idées et qui les met en application avec beaucoup de joie et d'intelligence. Mais en dehors de ça, en tant qu'éditeur pour Gallimard, des lieux comme celui-ci sont absolument essentiels parce que nous avons besoin de libraires indépendants comme Denis Mola, parce que ce sont ces lieux qui défendent vraiment la littérature que nous avons à cœur de porter vers le public. On ne peut pas compter sur les grands sites internet pour faire le travail de fond que font les libraires toute l'année. Comment vous travaillez concrètement quand on est éditeur avec une librairie pour le grand public? En fait, qu'est-ce que c'est être éditeur aujourd'hui? Il y a une relation constante entre les éditeurs et les libraires, surtout des éditeurs comme Gallimard, des éditeurs de littérature principalement, ou d'essais. Cette relation, elle est basée sur un contact permanent. Nous avons des représentants de la maison d'édition qui viennent continuellement chez le libraire, expliquer quels sont les points importants de notre production, quels sont les livres sur lesquels nous comptons, quels livres feront l'objet d'un travail plus sur le long terme, parce qu'ils seront peut-être moins grand public. C'est difficile de le savoir, ça? Oui, c'est toujours difficile. Il y a toujours une part de pari dans le travail d'éditeur, mais c'est aussi ce qui fait le grand plaisir de ce métier. On a des surprises tout le temps. Vous gardez encore votre âme de passionné, forcément, vous allez me dire. Mais si vous êtes éditeur, si vous êtes écrivain aussi, est-ce que vous êtes encore lecteur aussi? Oui, je suis lecteur. C'est l'œil que vous avez quand vous êtes éditeur aussi? Oui, je lis énormément de manuscrits, principalement. Mais dès que je peux m'évader des manuscrits, je lis des livres principalement de littérature étrangère, parce que ça me repose, la littérature française. Mais on ne peut pas faire ce métier sans passion, sans vraie passion, sans enthousiasme. On a très à cœur de mettre en valeur les livres qu'on défend, de mettre en valeur les auteurs surtout. C'est-à-dire que c'est pas un livre qu'on défend, c'est toute une carrière. C'est un auteur. C'est une profession dans son ensemble. Oui. Puis ce sont des individualités qui vont écrire des livres successivement, qui vont émerger petit à petit. Souvent. On a des auteurs qui ne vont pas être repérés par le public ni par les critiques dès les premiers livres. Donc il faut être très, très patient et très, très obstiné pour faire ce travail. Et merci Jean-Marie Laclavetine de nous avoir fait partager votre passion. Merci. Alors Michel Onfray, on vient d'entendre les relations qui existent entre un éditeur et un auteur. Comment concevez-vous ces relations? Ça dépend évidemment des libraires. Denis a une politique extraordinaire parce qu'il invite un nombre considérable d'auteurs. Et c'est bien que des auteurs puissent venir à la rencontre de leurs lecteurs via les librairies. Ça permet de donner aussi une vitalité, une visibilité aux librairies, alors que c'est pas souvent le cas. Donc une librairie, c'est un endroit où il y a des livres et pas d'auteurs. Et de temps en temps, quand il y a des auteurs, c'est l'occasion pour les gens, soit qui sont des lecteurs et qui sont des gens amateurs de tel ou tel auteur, soit qui le découvrent pour l'occasion, de poser des questions qu'on ne peut pas poser en temps normal. Quand on a un auteur sous la main, c'est nettement plus intéressant, évidemment. Mais la plupart du temps, l'auteur n'est pas dans la librairie. Donc là, le libraire, il a le rôle de trait d'union, évidemment, de conseil, c'est ça?
Oui, c'est ça. A priori, le libraire, c'était celui chez qui on allait en disant, voilà, je voudrais lire un bon roman etc. Et qui vous disait, allez voir ceci, je vous conseille celui-là, ça c'est très intéressant. Ou vous arrivez en disant, je voudrais un roman serbo-croate, et quelqu'un qui vous dit, est-ce que vous voulez quelque chose du 19e siècle ou d'aujourd'hui, et qui fait un travail de conseil. Ça veut dire que c'est un lecteur, ça veut dire qu'il est cultivé. Denis a toujours pris soin d'avoir des libraires qui soient à la hauteur intellectuelle et qui sont capables de répondre à toutes les demandes de tous les lecteurs possibles. Vous, en tant que lecteur cette fois-ci, quand vous entrez dans une librairie, qu'est-ce que vous cherchez, qu'est-ce que vous attendez ? Moi, je suis un monomaniaque, c'est-à-dire que je lis maintenant pour les livres que je fais. Je peux plus, hélas, avoir du plaisir à lire des livres en me disant, tiens, je vais lire ceci parce que j'ai envie de le lire et j'ai envie de passer un peu de temps avec un romancier. Hélas, je peux plus faire ça. Donc, je fais tout un travail de documentation autour du livre en cours ou des livres en cours. Donc, je travaille beaucoup aussi avec des livres anciens, avec des bibliothèques, des librairies, et je commande en Normandie des livres chez Denis Molin alors que je vis en Normandie. Quel est votre livre de chevet à l'heure actuelle ? J'ai pas un livre de chevet, j'ai plusieurs livres et tout de suite je lis des haïkus. Il y a un éditeur que Denis a en quantité ici qui s'appelle Mondarène qui fait un travail très intéressant avec des jolis objets, ce sont des jolis objets cousus, etc. Et puis il traduit des auteurs japonais que j'aime beaucoup et c'est pour l'instant la pile de livres qui se trouve à la tête de mon lit sur d'autres piles de livres. Alors on est entouré de livres ici, 180 000 références, on le disait tout à l'heure. Le livre est-il en danger selon vous aujourd'hui ? Oui, il l'est, parce qu'effectivement, on n'a plus le culte du livre comme on l'avait jadis. Vous avez aujourd'hui des listes de meilleures ventes, et sur les 10 meilleures ventes, il y a parfois la moitié des auteurs qui n'ont pas écrit leur livre, et qui parfois même ne l'ont pas lu. Donc un livre aujourd'hui, c'est l'objet que nous savons, mais c'est pas toujours un objet littéraire. C'est parfois une espèce de prospectus, on le voit bien avec la politique aujourd'hui et les présidentielles qui arrivent. Donc ces livres-là sont-ils encore des livres ? Ce sont des objets de communication, les mémoires de footballeurs ou les mémoires d'un Gaulle ou de je ne sais quoi. On se dit est-ce que c'est encore un livre ? Est-ce que c'est de la littérature ? Alors oui, bien sûr, c'est un livre. Mais le livre classique, ou dans l'acception classique, existe de moins en moins. Puisqu'à l'école, par exemple, on a des versions allégées de Madame Bovary. Comme si on pouvait tailler dans Madame Bovary en disant c'est trop long, c'est trop épais, et on va vous faire un petit compendium de 120 pages. Donc oui, il y a une espèce d'inculture généralisée, il y a une inculture des élites, c'est assez sidérant, et il y a Internet qui remplace aussi des sources d'informations, c'est-à-dire on n'a pas forcément besoin d'avoir un livre sur un sujet quand on clique sur Internet et qu'on va découvrir 3 ou 4 entrées qui vont nous donner les informations qui seront suffisantes. On ne lit plus, on n'apprend plus à lire comme on apprenait à lire à l'école. Le plaisir du texte n'est plus exactement le même. Donc je pense qu'on est dans une civilisation du livre qui s'effondre. Ça, c'est un long débat. Je pense que notre civilisation est judéo-chrétienne, qu'elle s'est donc construite sur la Bible, et qu'elle s'efface en même temps que s'efface le rapport au livre. Le livre ne fait plus aujourd'hui la loi. On sait très bien aujourd'hui que ce qui fait la loi, c'est la télévision, c'est l'écran plutôt, au sens large. Alors Michel Onfray, Denis Mola est à vos côtés. Vous êtes auteur, il est libraire. Si vous aviez une question à lui poser. Je suis lecteur, auteur aussi, et ce que je sais, parce que Denis fait une librairie emblématique, je lui poserai la question du comment on peut faire un petit libraire qui se dit je ne suis pas Denis Mola, j'ai pas les moyens de Denis Mola, je suis à Argentan, ma ville de cœur, et je voudrais maintenir ma librairie. Comment est-ce que je peux ne pas disparaître ? Le problème, c'est vrai, est l'équilibre économique. Et l'équilibre économique n'est pas facile. Mais des petites librairies, il en existe un petit peu partout. Souvent, c'est un libraire seul, mais qui a su capter autour de lui une clientèle potentielle. S'il ne peut pas avoir un fond large, c'est-à-dire beaucoup de références, par contre, c'est ses qualités intellectuelles, ses qualités de lecteur qui font qu'il a pu mettre de côté un fonds. Ce fonds qu'il propose, qu'il fait vivre. Il faut savoir aussi qu'il y a des aides qui sont données par notamment l'ADELC. L'ADELC finance des librairies par des subventions ou par des prêts à taux zéro. Et ce qui fait que l'on regarde quand même, il y a encore un tissu très vivace de librairies en France. J'aime bien citer ce chiffre. Il y a autant de points de vente librairie aux États-Unis qu'en France. Quand on voit la différence de taille des deux pays, c'est encore cette richesse et qui explique aussi pourquoi la vente par Internet, même si elle existe, de livres papier, elle n'a pas atteint des taux qu'elle a atteints dans d'autres pays. Alors, avant de retrouver Nicolas Morin au rayon enfants, je vous propose de partir à la rencontre du personnel de l'entreprise Mola et notamment des libraires qui mettent toute leur passion évidemment dans leur travail, mais au-delà. Reportage Sandrine Albault et Delphine Roussel-Saxe. Lucie, 25 ans à peine, est la dernière recrue de la librairie Mola. Toute jeune diplômée des métiers du livre,
sélectionné pour ses connaissances, mais pas seulement. Il faut vraiment être curieux et avoir envie, être passionné par la culture, si on aime la musique en particulier, quel type de musique, si on aime l'art, si on aime la photo, si on aime la vidéo. Ça, effectivement, c'est toujours mis en avant et c'est un plus pour travailler chez moi. C'est complètement un plus. Lucie est attachée à l'un des 15 rayons de l'établissement, le Polar. Un espace d'une 50aine de mètres carrés sur les 2700 au total. On y trouve plusieurs milliers de références parmi les 310 000 ouvrages exposés dans la librairie. Je voulais savoir si vous avez reçu la tête de l'anglaise. On travaille vraiment sur des rayons qui sont parfois plus grands que la moyenne des librairies de France. Et donc on a vraiment une expérience à la fois de la clientèle qui est très nombreuse, qui est très exigeante parce qu'elle connaît aussi la librairie et elle sait qu'elle a le droit d'être exigeante, et parce qu'on a un nombre de références qui est absolument énorme. Dans le rayon voisin, Marie-Aurélie, 29 ans. Elle revient de Vincennes, où elle a suivi le festival du livre américain. Je partage mon temps entre à peu près 80% en rayon et après 20% sur l'organisation d'événements. À Vincennes, cette jeune libraire a réalisé 19 interviews d'auteurs. Aujourd'hui, elle va travailler au montage de ces vidéos au premier étage de la librairie. Sur des festivals, en général, on est les libraires sollicités pour partir, pour rencontrer des auteurs, pour faire des vidéos qui sont après en ligne sur notre site. On est complètement libre de proposer des projets, toujours en lien avec la librairie et le livre, mais même en extérieur, bien sûr. T'avais vu, j'avais commencé à préparer celle de David Joy. Ouais, je t'avais laissé à disposition des libraires et des techniciens du matériel audiovisuel ultra performant. Les volontaires, formés à l'école de journalisme de Bordeaux, sont encouragés à l'utiliser le plus souvent possible. Leur reportage alimente la librairie virtuelle mola.com, dotée d'un portail culturel particulièrement apprécié des internautes. On a environ 1 250 300 000 visiteurs par an sur le site, des visiteurs uniques, et on se rend compte que les gens viennent énormément pour lire des contenus, pour consulter des contenus, des coups de cœur, des vidéos sur le site internet et pas uniquement acheter du livre. Un premier roman solaire à lire. C'est pour un premier roman d'un jeune auteur qui se passe au Liban, qui est un très beau livre, une écriture vraiment de très très grande qualité et qu'on a envie de soutenir. Émilie est la responsable du rayon littérature. Bonjour. Et des 6 libraires qui y sont rattachés. À eux 6, ils ont parcouru les 600 livres de la rentrée littéraire, chacun selon ses goûts, chacun étant libre de mettre en avant ses coups de cœur. Vous avez par exemple l'auteur Luc Lang là, qui vient ce soir, qui nous a écrit un splendide roman que vous lisez en apnée, vous devenez le personnage durant les 550 pages et voilà, c'est agréable de pouvoir après faire partager aux clients, aux lecteurs nos émotions de lecture, nos sentiments, et puis se dire que finalement on va changer un petit peu le quotidien des lecteurs. Les libraires de chez Mola doivent être curieux et savoir dégoter des perles rares. S'ils aiment un livre, ils ont toute l'attitude pour en faire un succès. Commander des exemplaires, organiser des dédicaces et tenter de séduire la clientèle. Ouais, Martine Allieu, elle a trouvé ça super bien et je pense que ça peut très très bien fonctionner. L'idée, c'est qu'un lecteur qui rentre dans la librairie Mola, à un moment, il doit faire des rencontres qu'il n'avait pas prévu de faire. C'est-à-dire qu'il doit tomber sur des livres auxquels il ne pensait pas. Il doit enrichir ses goûts, enrichir les surprises de cette façon-là. Et les libraires et les tables fonctionnent comme ça. Des milliers de personnes arpentent quotidiennement les différents espaces de la librairie Mola. Rares sont ceux qui en ressortent les mains vides. Près de 2 millions de livres sont vendus ici chaque année. Nous voici désormais au rayon jeunesse de cette librairie Mola avec sa responsable, Elisabeth Paré. Elisabeth, bonjour. Bonjour. Juste ce qui nous frappe ici, c'est la couleur donnée à ce rayon. Alors il y a un petit arbre à côté de nous, que vous fabriquez vous-même, je crois, mais c'est vraiment quelque chose de très vivant. Ah oui, la couleur, oui, c'est vraiment, c'est les enfants, c'est la couleur, c'est la vie. Ça tranche beaucoup avec le reste de la librairie qui est plus sobre. Enfin, beaucoup de livres, mais plus sobre en décoration. Et ici, à la jeunesse, on a fait. Ça, c'est vous qui faites tout ceci? Oui, oui. Tout à fait. Comment vous travaillez, comment vous fonctionnez? C'est vraiment un échange entre vous? Vous dites pour les enfants, il faut que ça soit vivant, il faut qu'on les incite, on leur donne envie de lire, parce que c'est quand même le but. Oui, nous sommes une équipe de 4. Il y a un créatif plus fort que les autres. Donc, il crée et on exécute ensemble.
Alors il y a tous les types de livres pour les enfants. Est-ce qu'il faut absolument qu'ils sachent lire pour venir? Non, ou même pas du tout. dès auparavant, il y a des choses complètement zéro, différentes? À partir de la naissance, il y a des livres à partir de la naissance. Et jusqu'à le rayon jeunesse, la librairie, c'est de la naissance jusqu'à 12 ans. Ici, les enfants et les parents consultent les livres, s'assoient sur des petites chaises qui sont là-bas ou bien par terre. Et tout à fait, il y a des parents qui lisent les livres à leurs enfants dans le rayon. C'est une volonté vraiment, vous appuyez ça ou pas? Oui, tout à fait. Oui, oui, beaucoup. Beaucoup sur l'échange, beaucoup sur... on a aussi des animations où les enfants viennent écouter des livres. Ça contribue beaucoup à l'échange autour du livre et aussi avec les parents qui aiment beaucoup avoir de conseils sur comment on lit des livres aux enfants, qu'est-ce qu'on fait avec un livre en fait. Vous planchez déjà sur la suite, sur l'avenir de ce rayon, sur d'autres choses peut-être? Un bouillonnement permanent pour le rendre peut-être encore plus vivant, plus dynamique pour les enfants? C'est une évolution qui est bipartite un peu avec les éditeurs. On s'adapte beaucoup à ce que l'éditeur propose en nouveautés et nous on fait de l'animation autour de ces nouveautés-là, oui, beaucoup. Très bien, merci beaucoup Elisabeth Paré d'avoir répondu à nos questions. On va aller rejoindre tout de suite, tout au bout de ce rayon. Allez, comment on peut dire, un grand enfant qui est en train de feuilleter un album, de lire, Denis Mola. Est-ce que, jeune, vous aviez un livre ou des livres de chevet, ou alors ça vous est venu aujourd'hui avec tout ce qu'on peut trouver dans le rayon? J'étais fils de libraire, donc les libraires reçoivent des services de presse, et comme fils de libraire, je recevais des cartons et des cartons de livres, et j'adorais. Et je me rappelle, à la maison, c'était dans un coin, un placard, qui me permettait de faire un espèce de lieu où je m'enfermais et je lisais mes livres, tranquillement, et je passais beaucoup de temps. Oh, j'ai des souvenirs très, très flous de livres, enfin de choses qu'il y avait à l'intérieur, mais c'était toujours la nouveauté, le foisonnement qui m'intéressait. Aujourd'hui, vous avez un œil forcément toujours intéressé, un œil de lecteur, mais c'est aussi le patron d'entreprise auquel je m'adresse. C'est un secteur très vivant, oui, mais qui marche bien aussi. Actuellement, le secteur qui a la plus forte croissance, c'est les livres pour les enfants. Donc c'est intéressant, ça veut dire que lorsqu'on a lu jeune, on a de grandes chances de lire plus tard. Donc sur le moyen terme, c'est plein de bonnes nouvelles pour le livre et son avenir. Ça va peut-être un peu à l'encontre des idées reçues, même les plus jeunes lisent? Oui, tout à fait. Puis il y a eu un travail pédagogique qui a été fait au niveau scolaire et qui est important pour la découverte du livre et voir que le livre est toujours cet outil comme la librairie de lien social. On en parlait tout à l'heure avec Elisabeth Paré, c'est la notion de cocon aussi ici qui est importante quand on vient ici au fond de la librairie. Tout à fait. C'est un lieu sécurisé en quelque sorte parce qu'il n'y a pas la rue à côté, donc les enfants peuvent un petit peu courir, s'échapper, les parents ne sont pas inquiets. Et c'est toujours agréable de voir le samedi matin qu'il y a un parking de poussettes à l'entrée du rayon. Merci Denis Mola et bonne lecture pour la suite, bien évidemment. Le monde du livre cite aussi une réalité économique, Nicolas. Françoise Benamou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes économiste, professeur à l'Université de Paris 13, spécialiste de l'économie, de la culture et des médias. Et Françoise Tagliano-Desgarret, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à Sciences Po, professeur d'histoire contemporaine, spécialiste en histoire culturelle. Alors, est-ce que l'on peut dire qu'aujourd'hui, le livre a perdu son côté sacré? Le livre, dans la culture française, a occupé pendant des siècles une place sacrée qui a plutôt tendance à baisser, à s'éroder. Pour preuve, d'abord sa place dans le système scolaire, dans l'école républicaine. C'est la culture du livre, la culture de l'écrit qui fonde ce qu'on peut appeler la culture légitime, et depuis les fondations de l'État et de la nation également, ce contrôle de la langue a préoccupé le politique et permis donc de mettre l'accent sur cette importance du livre. Deuxièmement, le livre en France, c'est aussi un patrimoine. Si on regarde par exemple la liste des prix Nobel au XXe siècle, la France arrive en tête donc pour le nombre de prix Nobel de littérature. Alors, ce qu'on constate, c'est que la culture légitime, disons, s'érode, faiblit, et le livre en tête, évidemment, en subit les conséquences. On sait très bien que les jeunes, aujourd'hui, lisent moins. S'il y a un décrochage de la lecture... On évoque beaucoup ce constat-là, mais c'est une réalité, on peut le chiffrer, on peut le mesurer, cette baisse de lecture, ou ce manque d'envie de lecture des jeunes. Est-ce que c'est réel, ou c'est le manque d'envie de lire des livres?
dans les générations évidemment adultes, le livre reste encore quelque chose à promouvoir. Mais il y a une certaine difficulté parce que la concurrence vient bien évidemment des écrans et de tout ce qui peut attirer les enfants en dehors du livre, qui reste quelque chose lié à l'école précisément, lié à l'effort et moins au jeu. Madame Benamou, c'est un constat que vous faites également concernant la place du livre en France aujourd'hui? Oui, c'est exact. 7 Français sur 10 disent avoir lu un livre dans l'année. Mais un livre dans l'année. Mais ce qui recule, ce sont les gros lecteurs. Les gros lecteurs lisent de moins en moins de livres et ça, c'est un petit peu inquiétant. Ça, c'est chez les adultes. Et chez les jeunes, on a une lecture dont je dirais qu'elle est fragmentée, qu'elle se disperse un petit peu entre le livre et d'autres formes de lecture. La lecture sur écran, non seulement de livres numériques, éventuellement, mais aussi de toutes sortes de formes écrites nouvelles. Alors si on doit donner quelques chiffres, que représente le poids économique, cette fois-ci, du livre aujourd'hui en France? On sait les contenus, on sait ce que ça nous apporte de manière intellectuelle, mais il y a une valeur économique aussi. Il faut savoir que c'est la première industrie culturelle avec 4 milliards de chiffres d'affaires en ce qui concerne les ventes de livres. Donc c'est une industrie qui compte beaucoup, qui compte du point de vue des emplois, de sa place dans la cité et de sa vitalité. Est-ce que la concurrence de l'e-commerce aujourd'hui impacte de manière significative le monde du livre? Bien sûr, parce que Amazon, d'abord, bien entendu, a pris une part de marché qui est conséquente, qu'on évalue à plus de 10% quand même, ce qui est beaucoup, et même un petit peu plus. Et sur le livre numérique, encore plus. Donc Amazon est très présent, mais vous allez avoir aussi des acteurs français comme la Fnac et même les libraires qui se sont mis à vendre sous forme de e-commerce. Donc c'est un commerce qui est à la fois, je dirais, qui mange un peu sur la marge des libraires et qui en même temps est complémentaire de l'économie des libraires. Alors on donne peu de chiffres dans cette émission, mais pour bien comprendre quand même, que représente la part du libraire dans la vente d'un livre? Parce qu'on a du mal à le cerner, ça. C'est très peu. Alors ce qu'il faut savoir surtout, c'est que la marge du libraire est extrêmement faible par rapport à d'autres commerces. En moyenne, elle est de l'ordre de quoi? De 1% à peu près. Alors ici, on est dans une librairie emblématique de France qui fonctionne bien, avec une clientèle qui est extrêmement fidèle. Ça sera quoi la marge? Ce sera de l'ordre de 3%, c'est-à-dire ça reste tout petit. Et par rapport au taux de retour, c'est quelque chose qu'on peut évoquer, tous ces livres qui sont là, ils ne seront pas tous vendus. Le taux de retour est très important dans certaines librairies, ce n'est pas le cas ici chez Mola. Comment expliquez-vous ça? Le taux de retour dans les librairies, c'est 24-25%. 24-25% en moyenne. Ici, c'est beaucoup plus faible parce qu'il y a sans doute une connaissance de la clientèle, une proximité avec la clientèle qui fait qu'on arrive à vendre les livres. Et puis alors en plus, l'espace est très grand et donc les livres peuvent rester un certain temps et trouver leur public. Et dans le fond, c'est ça le métier du libraire, c'est un métier militant du point de vue du livre, c'est-à-dire d'arriver à faire venir des livres auxquels on n'aurait pas pensé à ceux qui entrent, qui passent la porte du libraire. Une phrase que vous avez pu écrire dans votre dernier ouvrage, j'aimerais la citer: « La tempête fait voler les pages, mais elles finiront bien par se poser sur des nouvelles étagères ». C'est ça la réalité aujourd'hui? Oui, c'est-à-dire que le numérique est là, bien entendu, il est là. Il est beaucoup là, si je puis dire, aux États-Unis, bien que ça stagne. Il est beaucoup moins présent en France du point de vue du livre, c'est un tout petit pourcentage du marché. Mais c'est vrai qu'on peut penser qu'il va se développer, mais les livres papier demeureront en complémentarité et je dirais peut-être même en bonne entente avec le numérique. Parce qu'on voit souvent le numérique comme une menace, c'est peut-être aussi une chance d'atteindre de nouveaux lecteurs. Mesdames, merci. On le voit, ce monde est en mouvement. Le maître à penser, ici, vous l'avez compris, c'est Denis Mola, un homme en mouvement depuis 63 ans. Reportage Élise Galland, Didier Bonnet. Cette photo de lui bébé, Denis Mola, parodiant le slogan d'un de ses célèbres concurrents, l'a légendé agitateur depuis 1953. Le résumé d'une vie d'hyperactif pour un personnage public pourtant très réservé. Moi je suis discret, je me cache. Je suis probablement assez solitaire. J'ai besoin de moments de solitude comme ça dans la journée pour prendre le temps, pour prendre le recul de tout. Ses promenades et ses pas le ramènent inexorablement à la librairie familiale. J'aime bien faire mon tour, ce qu'on appelle une patrouille. J'aime bien patrouiller dans la librairie, rencontrer tout le monde, salut tout le monde. Bonjour. Bonjour monsieur, vous allez bien? Mais cela n'a pas toujours été le cas. Quoi de neuf? Petit, j'y venais peu, nous habitions en banlieue, et venir à Bordeaux me donnait mal à la tête, vous vous rendez compte? Donc, bon, ça a un petit peu changé. Je suis venu un petit peu plus après, pendant mes études, j'étais élève au lycée Montaigne, et donc, mais quand même, c'était quelque chose de très lointain pour moi. À tel point qu'il attendra la fin de son service militaire et de ses études de médecine pour s'y intéresser. C'est toujours un grand mystère pour moi pourquoi je suis là aujourd'hui. Il faut dire qu'il y a un point important, généralement, au bout de 4 générations, vous avez une centaine de descendants.
je me suis retrouvé seul, ni frère, ni sœur, ni cousin. Donc ça a poussé un petit peu à s'investir sur cette entreprise familiale. Chez les Mola, il y a une chose qui est très importante. À chaque génération, on fait la révolution. C'est le seul moyen d'avancer. C'était quoi votre révolution? De concevoir l'ouverture de la librairie vers l'extérieur, de la geek librairie. Vous voulez qu'on mette les kinoflots? Denis le Geek, c'est au premier étage de la librairie. Hop, ça éclaire bien, c'est du 3002. De véritables studios super équipés, comme avec ce fond vert qui permet les incrustations pour se passionner d'images. Beaucoup de photos, et puis maintenant beaucoup de vidéos, j'aime bien. Mais justement, j'ai des rushs à monter là d'images des dernières grandes marées où il y avait un superbe mascaré sur la Garonne. Du montage au son, ces nouvelles technologies n'ont aucun secret pour Denis Mola. J'ai dû rester un petit peu totalement infantile sur ce sujet. Et voilà, alors là je vais changer. À la manœuvre sur tous les claviers comme ici, avec la musique électro pour accompagner les 4500 vidéos de Mola postées sur YouTube. Mais l'homme réserve encore d'autres surprises. Il est consul honoraire du Mexique depuis 20 ans. On est un petit bout du Mexique ici, je suis un fonctionnaire mexicain en quelque sorte, qui peut faire des papiers, des visas à l'époque où il y en avait encore. Je suis un peu la police aux frontières, le douanier du consulat. Et toujours sur son bureau, son ordonnancier, monsieur le consul, reste docteur à ses heures. Je dépanne. La famille, les amis, une urgence, mais je ne fais que des actes gratuits parce que je n'ai pas le droit de concurrencer mes confrères. Médecin, consul du Mexique, libraire, chef d'entreprise, geek, finalement, Denis Mola est... un homme occupé parce que j'ai peur de m'ennuyer. C'est une corde supplémentaire à votre arc, Denis? Vous êtes devenu disjockey, ça y est? Disjockey, non, mais amateur de musique depuis toujours, comme de lecture. Et donc, c'est vrai que je prends plaisir de temps en temps à passer quelques minutes ici pour écouter un peu de musique, voir l'ambiance. Ça me fait une petite pause dans la journée. Parce que vous avez peur de vous ennuyer, vous disiez tout à l'heure dans le reportage, ou pas? Même si on est très occupé, il y a des moments où il faut des petites parenthèses d'oxygène. C'est un matériel perfectionné, oui, de professionnel. Mais oui, tout à fait, il fallait bien ça dans cette salle pour pouvoir répondre à toutes les situations et faire des choses intéressantes. Merci Denis Mola, je vous invite maintenant à rejoindre Franck Omer qui vous attend. Denis Mola, nous sommes toujours dans votre librairie, mais ici, pas de livres. Nous sommes dans une salle qui a ouvert ses portes le 16 septembre dernier, une salle que vous avez décidé d'appeler Station Ozone. Quelle est la philosophie de ce lieu? Station Ozone, du nom du poète gaulois d'expression latine, qui était le seul d'ailleurs, mais qui était de Bordeaux. La philosophie est que ça a été d'abord un site, Station Ozone, qui a été un agenda, un blog d'événements culturels de Bordeaux et surtout de contenu vidéo. Et donc là, ça a été la démarche inverse de la librairie, qui a été un lieu physique et après a eu un site internet. Et à la suite de Station Ozone, site internet, maintenant il y a un lieu physique qui va permettre de reprendre les rencontres d'auteurs que nous avions dans la grande salle du 11 rue Talcar et de la rue Porte-Dijon, pour un lieu beaucoup plus grand où on peut quasiment rentrer 300 personnes et surtout une galerie qui est à l'étage inférieur. Alors on va revenir sur cette installation qui est assez merveilleuse. On sait que vous êtes, on l'a vu dans votre portrait, un homme toujours en mouvement, vous n'aimez pas vous ennuyer, vous avez aimé créer les nuits du polar dans votre librairie, les nuits Star Wars. Là, sur scène, dans cette salle, vous allez en fait inviter les jeunes artistes à venir s'exprimer? Oui, tout à fait. Il y aura bien sûr les rencontres habituelles en fin d'après-midi, mais aussi c'est un lieu de création pour de la musique, pour du théâtre. C'est équipé de moyens d'enregistrement de haut de gamme, c'est doté aussi d'un système vidéo, donc on pourra faire des maquettes. Ça sera pour nous le moyen de contribuer à la création par le biais d'un mécénat de moyens. Alors, soyons clairs et précis, ce sera gratuit. Le mécénat de moyens, ça veut dire qu'on est un jeune créateur, on a envie d'enregistrer une maquette, de CD, d'être une troupe de théâtre, d'avoir une maquette en vidéo, et bien ça sera avec plaisir, on sélectionnera des projets sérieux, et voilà. Et donc ça sera pour participer totalement à la vie de la ville. Alors j'aime bien reprendre une phrase de Michel Serres qui dit, en parlant de Station Ozone, il parlait du portail à l'époque, c'est l'université contemporaine et libre de Bordeaux. C'est merveilleux cette citation de Michel Serres.
Oui, tout à fait. Moi, je rougis un peu. Et l'idée, c'est ça, c'est d'être là. Une librairie est un lieu de lien social. Et le côté un peu qui s'y rattache, ce lieu interactif, ça va se passer dans cette salle. Alors, les 120 ans, j'ai envie de dire, c'est parfait, c'est en cours, c'est bien fêté. Mais vos libraires aujourd'hui s'interrogent. Et maintenant, quel projet? On va les écouter, si vous le voulez bien, en regardant votre tablette. Ces libraires qui vous posent quelques questions. Monsieur Mola, en tant que libraire, j'aimerais bien vous poser une question que je ne vous ai jamais posée. Quel est votre livre de chevet? Monsieur Mola, comment voyez-vous l'avenir de la librairie d'ici 50 ans? Monsieur Mola, on s'est beaucoup amusé en 2016 pour les 120 ans et maintenant on fait quoi en 2017? Ah, 3 questions, tout à fait. Le livre de chevet, il y en a pas mal, mais il y en a un qui revient assez souvent parce que c'est une grande interrogation de ma part, c'est Michel de Montaigne. Donc c'était un Bordelais, un vieux Bordelais. Surtout, ce que j'essaie d'y trouver, c'est un petit peu d'aisance dans la lecture, parce que c'est quand même un français compliqué de cette époque. Que sera la librairie dans 50 ans? Je construis un petit peu à l'envers. Est-ce que les gens auront envie de s'ennuyer, pourront se priver de culture? On voit que tout ce qui s'est passé ces dernières années, surtout l'année dernière, on a bien vu que l'équation était assez simple, hein, la culture et l'anti-barbarie. Donc la culture sera toujours bien présente. Comment elle sera, même pour l'écrit, les tablettes n'ont pas fait florès pour l'instant, même si le numérique pousse un peu, ce qui est essentiel, c'est les idées, les débats d'idées, et voilà le futur. Alors 2016, nous sommes bien amusés, comme a dit Marion tout à l'heure, mais 2017, risque-t-on de s'ennuyer? Je ne crois pas, parce qu'encore il y a des choses qui vont rebondir. Et on a une grande chance dans le monde du livre, c'est que c'est un perpétuel renouveau. C'est comme les millésimes pour le vin, nous, il y a les millésimes de la littérature, avec beaucoup de livres qui arrivent, des auteurs qui interagissent, des libraires qui s'engagent. C'est quelque chose en permanence qui rebondit. Et ça, c'est le domaine formidable du monde du livre. Alors, l'avenir de la librairie Mola, on va voir aussi que ce sont les jeunes lecteurs qui s'y intéressent. N'est-ce pas, Nicolas? Effectivement, Franck, je suis en compagnie maintenant de Chimène, jeune fille de 16 ans, qui est une fidèle cliente ici de chez Mola, lectrice, blogueuse, écrivaine. Chimène, une question toute simple, qu'est-ce que vous attendez de cette librairie Mola pour l'avenir, pour demain? Je trouve qu'elle offre beaucoup de choix en matière de livres, et notamment le secteur jeunesse est assez développé, littérature jeunesse, ado. Donc à ce niveau-là, je pense que la librairie a déjà un très bon niveau. Après, je sais qu'elle essaie de se développer sous divers aspects, par exemple l'aspect numérique, la littérature numérique. Et je pense qu'elle est sur le bon chemin. Justement, vous pouvez poser la question directement à Denis Mola qui est à vos côtés, si vous avez quelque chose à lui demander justement sur cet avenir, pourquoi pas du numérique? Eh bien, à propos du numérique, oui. Est-ce que vous envisagez une forte progression vers ce secteur? Comment la librairie Mola compte s'améliorer? Alors, il y a les livres numériques, mais il y a aussi l'outil numérique de la promotion des livres. C'est une question qu'on s'est posée et qu'on va beaucoup développer, parce que le côté, on fait beaucoup de vidéos avec des adultes, mais avec des adolescents, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, on est en train de développer un espèce de blog audio sous forme de clip audio, de reportage, comme une radio adolescent, où il est plus facile, lorsqu'on est adolescent, à s'adresser à un micro que devant une caméra pour dire pourquoi on aimait un livre, le promouvoir et avoir cette interaction. Et c'est vrai que même on veut le faire aussi au niveau des plus jeunes, parce qu'on a fait quelques expériences avec d'enfants de 5-6 ans et qui, dès qu'il n'y a qu'un micro, racontent avec beaucoup de plaisir ce qu'ils ont lu et font des commentaires qui sont souvent très cocasses. Michel Onfray, l'avenir de cette librairie Mola, c'est ce dont parlait Denis, c'est ça? L'avenir de la librairie Mola, c'est Denis. Et je ne sais pas si Denis me le permettrait, mais c'est Mathilde aussi, sa fille. Je ne vais pas en dire plus, mais je pense que Mathilde sait qu'il y a un nom à porter. Denis a imposé son prénom dans cette librairie, dans cette dynastie Mola. Et il a fait quelque chose de majeur, et on ne sait pas que c'est majeur pour l'instant, mais on le verra bien. C'est-à-dire on voit bien qu'aujourd'hui l'État ne peut plus tout faire, que l'État se désinvestit de la culture, il désinvestit la culture parce que ça coûte beaucoup d'argent et qu'il vaut mieux mettre de l'argent dans les bombes, dans les guerres et autres activités annexes. Et Denis fait du mécénat, mais pas comme mécène. Vous savez que mécène dans l'Antiquité donnait de l'argent à Virgile, ou etc., mais pour que Virgile défende Alexandre et sa politique, pas Denis. Denis, il fait du mécénat, mais pas pour avoir un retour sur argent, mais pour avoir un retour sur la création.
La station Ozone est l'occasion pour lui d'investir en disant j'ai les moyens de mettre à disposition de tous les jeunes créateurs, vidéo, musique, peinture, littérature, etc., des salles, du matériel haut de gamme, et on verra qu'on peut faire de la politique en dehors des Jacobins, en dehors de Paris, de manière girondine, on est en Gironde, c'est pas par hasard, et que Denis est quelqu'un qui ouvre une porte considérable. Un jour, on écrira sur ce que fait Denis actuellement, parce que la politique culturelle, quand elle cessera d'être jacobine, on verra qu'elle s'est constituée ici, à Bordeaux, l'épicentre de la Gironde. Le rendez-vous est pris, Michel Onfray. Dans 120 ans, rendez-vous dans 120 ans, on va faire le bilan. Michel Onfray, merci. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Chimène, merci. Denis Mola, un grand merci pour l'accueil dans votre établissement, par votre personnel également. Une dernière question. Quel sera l'avenir de la librairie après l'après Denis Mola? C'est tout simplement, comme depuis le départ, c'est les Bordelais qui ont fait la librairie. C'est une bonne entente entre une famille et des Bordelais. Et d'ailleurs, notre plus grand plaisir, c'est de savoir que Mola fait partie de Bordeaux, est une appropriation totalement bordelaise. Est-ce que vous envisagez votre succession déjà un petit peu? J'y pense pas, je suis occupé pour l'instant. Denis Mola, merci, merci infiniment. Un grand merci également aux équipes de France 3 Aquitaine, un grand merci à Christophe Reichert, Claire Combe. C'était les 120 ans de la librairie Mola à Bordeaux. Excellente soirée.